l'ambiance tient bon, mais au bout de quelques jours, la situation devient critique. À la fin du mois d'août, l'aviation britannique a pratiquement perdu la maîtrise du ciel dans le sud de l'Angleterre. Et les Allemands prennent le dessus. Un événement fortuit va infléchir le cours du destin. Le 24 août, un avion allemand lâche par erreur une bombe sur Londres. Pour Churchill, c'est une provocation. Il ordonne dès le lendemain de bombarder Berlin. Tous les généraux tentent de le dissuader d'effectuer cette mission suicide. Berlin est beaucoup trop loin. Mais Churchill, toujours aussi fougueux, s'entête. Seule une poignée de pilotes réussira tant bien que mal à larguer leurs bombes sur la banlieue de la capitale du Reich. Cette opération hasardeuse rend Hitler fou de rage. Elle confirme tous ses préjugés sur Churchill. Un déséquilibré, un ivrogne, un porc qui n'hésite pas à s'attaquer aux civils allemands. Hitler ne peut le tolérer. Le Führer ordonne à son aviation de se détourner de ses objectifs militaires. Il faut détruire les grandes agglomérations britanniques. Le Blitz commence. Londres reçoit en 2 mois près de 100 000 bombes explosives et 1 million de bombes incendiaires. En novembre 1940, la ville de Coventry est touchée de plein fouet. Il y a plus de 500 morts. Les Allemands inventent même le mot Coventrysé, synonyme d'anéantir. Churchill se rend sur place. Mr. Churchill, now Prime Minister, promised that for every bomb dropped, the enemy would get 3 back. Il n'oubliera pas Coventry. Malgré le tonnerre de feu qui s'abat sur les cités britanniques, les scènes d'apocalypse que les habitants doivent vivre, des dizaines de milliers de morts, les Anglais tiennent bon. Les Londoniens mangent et dorment dans les abris ou dans le métro. Hitler hoped by killing large numbers of civilians, men, women and children, that he will terrorize and cow the people of this mighty imperial city. Little did he know the spirit of the British nation. Les lendemains de bombardement, le flegme anglais joue à plein. Et les Londoniens retournent au travail comme si de rien n'était. Le slogan en vogue est « London can take it ». Londres peut encaisser. Tout au long du Blitz, Churchill se déplace sans cesse sur le terrain pour soutenir le moral des habitants des quartiers bombardés. Hitler était persuadé que le moral des Britanniques allait s'effondrer. Et leur chef avec eux. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. La fermeté de Churchill, son imperturbable dignité, son inébranlable confiance en l'avenir, persuadé que l'Angleterre triomphera, son sourire, son chapeau, son cigare, ses discours enflammés, tout à cet instant de l'histoire fait de Churchill le symbole de la résistance à la tyrannie.
defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Hitler avait son peuple derrière lui. Désormais, Churchill a le sien. Mais Hitler a commis une terrible erreur. En se détournant des objectifs militaires, il a permis à l'aviation britannique de se réorganiser et de repartir à l'attaque. Elle va provoquer un carnage parmi les assaillants. Les Anglais vont remporter la bataille du ciel. Churchill a gagné la bataille d'Angleterre parce qu'il a agi impulsivement, en stratège amateur, et Hitler l'a perdu car il a fait de même. Malgré plus de 23 000 morts, le Royaume-Uni ne sera pas envahi. C'est la première défaite d'Hitler. Churchill l'a tenu en échec. La propagande des forces de l'Axe se déchaîne contre Churchill, dépeint comme une créature sanguinaire, heureuse de plonger l'Europe dans la guerre. Hitler le prend à partie dans de nombreux discours. Wie ein Wahnsinniger läuft dieser Mann seit bald 5 Jahren durch Europa und sucht irgendetwas, was befreien könnte. Dieser Schwätzer, dieser Trunkenbold Churchill, was hat er in Wirklichkeit in seinem Leben geleistet? Dieses verlorene Subjekt, ein Faulpelz erster Art. Wenn dieser Krieg nicht gekommen wäre, dann hätten Jahrhunderte von unserem Zeitalter und auch von uns allen und auch von meiner Person geredet als Schöpfer großer Werke des Friedens. Wenn aber dieser Krieg nicht gekommen wäre, wer würde von Churchill reden? Mais tandis qu'Hitler vocifère, un homme dans son entourage semble pour une fois faire preuve de lucidité. Goebbels note à propos de Churchill: cet homme est un mélange d'héroïsme et de ruse. S'il avait été au pouvoir en 1933, nous ne serions pas où nous sommes. Et je crois qu'il nous causera d'autres problèmes. Il ne faut pas le prendre à la légère. Pour l'heure, Hitler est contraint de reporter l'invasion d'Angleterre. Il compte la faire plier en anéantissant un autre de ses ennemis héréditaires, l'Union soviétique. 3 millions de soldats allemands, appuyés par l'aviation, pénètrent en Russie. L'opération Barbarossa débute de façon foudroyante. En quelques heures, plus de 1200 avions soviétiques sont démolis au sol. Hitler annonce: à tout égard, les Russes ont perdu la guerre. Si la Russie est battue, c'est le dernier espoir de l'Angleterre qui disparaît. Mais plus les Allemands avancent, plus leur ligne de ravitaillement s'étire et plus la météo se dégrade. En décembre 1941, l'offensive sur Moscou s'enlise. Le thermomètre est descendu à -31 en dessous de zéro. Il faut allumer du feu sous les moteurs des véhicules pour les faire démarrer. Le froid tue et la contre-attaque soviétique est impitoyable. Tous les généraux demandent à battre en retraite, mais Hitler refuse catégoriquement. Von Rundstedt lui câble. Essayer de tenir est une folie.
Annulez votre ordre ou trouvez-vous un autre chef pour l'exécuter. Hitler devient fou de colère. Quand Von Rundstedt se présente devant lui, le Führer lui lance: croyez-vous que moi, je puisse m'adresser à mon supérieur, le Dieu Tout-Puissant, et lui dire: je ne continuerai pas à combattre parce que je ne veux pas prendre cette responsabilité. Hitler convoque tout son état-major. Il leur annonce qu'il prend lui-même le commandement. Désormais, il sera le seul responsable, et son ordre est clair. Restez où vous êtes. Ne reculez pas d'un pouce. Tandis qu'Hitler fige une partie de ses armées à l'est, un coup de théâtre se produit à l'ouest. En décembre 1941, la base américaine de Pearl Harbor est attaquée par les Japonais. Nos deux stratèges se réjouissent en même temps, mais pas pour les mêmes raisons. Hitler jubile car le Japon est à ses côtés. Il confie à ses maréchaux: nous ne pouvons pas perdre la guerre. Nous avons maintenant un partenaire qui n'a pas connu la défaite depuis 3000 ans. Churchill est aux anges. Pearl Harbor est la bouée de sauvetage qui l'attendait. Car depuis des mois, il tente sans succès de convaincre le président américain Franklin Roosevelt d'entrer en guerre. Il écrit: aucun Américain ne m'en voudra de proclamer que j'éprouvais la plus grande joie à voir les États-Unis à nos côtés. L'Angleterre survivrait. La Grande-Bretagne survivrait. J'allais me coucher et dormis du sommeil d'un homme sauvé et reconnaissant. Mais le soulagement n'est que de courte durée. Face au Japon, l'armée américaine va désormais avoir le plus grand besoin de ses propres armes. Que restera-t-il pour le Royaume-Uni? 2 semaines après Pearl Harbor, le premier Britannique part aux États-Unis pour faire un des discours les plus importants de sa vie. Il doit convaincre à tout prix le Congrès de poursuivre l'aide à la Grande-Bretagne. Churchill a amené avec lui ses 2 armes les plus puissantes, sa détermination et son humour. If my father had been American and my mother British, instead of the other way around, I might have got here on my own. People do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Le discours est un succès, mais la pression a été forte et l'âge n'arrange rien. Après une longue discussion avec Roosevelt, Winston ressent une terrible douleur au bras gauche. Il s'effondre. C'est une attaque cardiaque. Hors de question pour Churchill d'abandonner la lutte. Il supplie son docteur: ne me dites pas de me reposer. Je ne peux pas. Il n'y a que moi qui puisse faire ce boulot. Au moment où on s'allie avec les États-Unis, la Grande-Bretagne ne peut se montrer avec un Premier ministre fragile du cœur. Tout doit rester secret. Si le secret est gardé, Winston ne peut dissimuler la série de désastres qui se déroulent sur tous les champs de bataille. Partout, les armées d'Hitler prennent le dessus. En Afrique du Nord, ou lors de la bataille de l'Atlantique, des dizaines de milliers de soldats anglais périssent ou sont faits prisonniers. Churchill est critiqué au Parlement. Car si le dictateur nazi impose ses vues, tout au long de la guerre, le Premier ministre doit convaincre et l'Angleterre reste une démocratie parlementaire. Churchill confie: je suis comme un pilote de bombardier. Je fais une sortie toutes les nuits et je sais que l'une d'elles sera sans retour. Cependant, ses adversaires politiques comprennent que s'il est possible de résister à Hitler, il est impossible de remplacer Churchill au milieu du combat. Car le lion britannique a une forme physique incroyable. Personne ne peut imaginer que le sexagénaire a eu une attaque cardiaque. Un général témoigne: Winston avait un travail colossal.
et en paraissant toujours se distraire. Je comprends bien pourquoi tous ceux qui l'entourent lui sont si dévoués. Il consacre chaque heure de veille à gagner la guerre. Il ne donne pas de signe de fatigue et semble être en meilleure forme que beaucoup des politiciens qui travaillent moins que lui. En fait, Churchill n'a jamais été aussi heureux. Sa dépression est bien loin. Aux journalistes qui l'interrogent, il lance « Je n'ai qu'un but, c'est de me débarrasser d'Hitler. Et ma vie en est grandement simplifiée. » Sur le front Est, la saignée a été terrible. Mais la Wehrmacht a survécu à l'hiver. La ténacité d'Hitler a été payante. Tous les généraux en conviennent. Sa détermination à sauver l'armée allemande d'une déroute. Hitler assigne à ses troupes de nouveaux objectifs. Stalingrad et le Caucase. Le stratège autodidacte est confiant. Maintenant que janvier et février sont derrière nous, nos ennemis peuvent renoncer à nous voir subir le sort des armées de Napoléon. Nous allons commencer à rétablir la balance. Mais pour rétablir la balance, Hitler ne coordonne pas ses offensives avec ses alliés japonais et italiens. Il n'a même pas prévenu Mussolini qu'il envahirait l'URSS. À la guerre, le Führer est plutôt sport individuel. Churchill, lui, est plutôt sport collectif. Comme il l'avait annoncé à Ribbentrop dans les années 30, il s'efforce de dresser le monde contre l'Allemagne. Il ne cesse de faire la navette entre le capitaliste Roosevelt et le communiste Staline pour bâtir une invincible coalition. Mais le maître du Kremlin a ses exigences. Il réclame l'ouverture d'un second front en Europe, visant à soulager l'armée rouge. Winston, toujours traumatisé par le débarquement des Dardanelles, refuse. Mais pour venir à bout du Reich, le vieux lion va surmonter ses peurs. Dans le plus grand secret, il convainc Staline et Roosevelt d'attaquer d'abord le point faible des forces de l'Axe, l'Afrique du Nord. Torche. Opération Torche. Le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines débarquent à Oran, Alger et Casablanca. L'opération Torch, imaginée par Churchill, est un immense succès. Quelques jours plus tôt, le général Montgomery a lancé son offensive sur El Alamein, en Égypte, contre le dispositif ennemi. Il va briser l'Africa Corps de Rommel et le contraindre à une longue retraite. Sur le front russe, les armées d'Hitler ne progressent plus et se préparent à affronter un nouvel hiver. Les efforts du vieux lion portent enfin leurs fruits. La coalition travaille de concert. Toujours en mouvement, Churchill est une véritable dynamo qui insuffle à ses troupes et à ses généraux la soif de victoire. Tout en conservant son inimitable sens de l'humour. Quand le général Montgomery lui lance « Je ne bois pas, je ne fume pas, et je suis en forme à 100%. » Churchill lui rétorque « Je bois, je fume, et je suis en forme à 200%. » Hitler ne peut admettre la défaite. Il devient de plus en plus irascible. Il n'a plus confiance en ses généraux. Halder, List, von Manstein, Keitel, Guderian sont relevés de leur commandement ou mutés sur un autre front. Parfois, Hitler ne les remplace même pas et s'attribue leurs fonctions. Il devient ainsi le commandant de l'ensemble des forces armées, le commandant de l'armée de terre et le commandant d'un groupe d'armées au sein de cette même armée de terre. Un cumul qui frise la caricature. Il pourrait presque faire une réunion d'état-major à lui tout seul. Apprenant que Hitler concentre désormais tous les pouvoirs, Churchill le nargue. On Hitler's army. They have the false consolation
of knowing that they have been commanded and led not by the German General Staff, but by Corporal Hitler himself. Mais la consolation est de courte durée, car la contre-attaque soviétique est d'une puissance inouïe. La situation de la Wehrmacht est désespérée. Mais Hitler n'en a cure. Sa détermination s'est muée en obstination. Le génie de la guerre n'a plus qu'une seule stratégie, ne pas reculer. La Wehrmacht connaît alors son Verdun russe. À Stalingrad, en février 1943, And le police. général Paulus signe la reddition de la 6e armée. Hitler a provoqué la pire défaite de l'histoire militaire allemande. Les forces de l'Axe ont perdu 400 000 hommes, morts, blessés ou faits prisonniers. Après 23 ans d'ascension continue, depuis son putsch, Hitler entame son déclin. Il devient de plus en plus mystique et impénétrable. Il confie « Le dieu de la guerre est passé dans l'autre camp ». Si Hitler est en train de perdre la guerre, Churchill, lui, perd le leadership. Malgré les succès alliés, il a été supplanté par Roosevelt et Staline, les nouveaux maîtres de guerre, et il n'a plus la haute main sur les opérations. En novembre 1943, Churchill prend douloureusement conscience de son affaiblissement. Pour la première fois à Téhéran, j'ai réalisé à quel point nous sommes un petit pays, écrit-il dans ses mémoires. J'étais assis à côté du grand ours russe prêt à bondir, et du grand bison américain, et moi, le pauvre petit âne anglais qui était le seul à connaître le chemin de la maison. Il a été le bulldog, le vieux lion, le voilà maintenant qui se compare à un petit âne. La dépression le gagne à nouveau. Bientôt, une pneumonie le terrasse. Winston pense que sa dernière heure est arrivée. Mais quelques jours plus tard, toujours aussi fantasque, le convalescent va beaucoup mieux et pose devant les caméras avec un uniforme qu'aucun général d'armée n'aurait jamais osé porter. Et très vite, le miraculé trouve l'énergie pour remettre le nez dans les plans de son état-major. Car Churchill, tout comme Hitler, ne peut se tenir longtemps éloigné d'une carte. Les deux chefs de guerre sont les cauchemars de leurs généraux. Ils donnent des directives, modifient les plans. Or, ni l'un ni l'autre ne sont de grands stratèges. Mais il y a une différence. Winston sait qu'il est un amateur et écoute ses conseillers, qui évitent bien des fois qu'ils ne commettent l'irréparable. À force de purge, Hitler a réduit au silence ses généraux, qui n'osent plus le contredire, même si les catastrophes s'enchaînent. Depuis le début de la guerre, l'Allemagne a déjà perdu 3 millions de soldats, et le pire s'annonce. Le débarquement est pour bientôt. Le Führer ne se remet jamais en cause, et annonce « Le monde occidental plutocratique peut entreprendre sa tentative de débarquement quand il le voudra. Elle échouera. » Depuis des mois, l'Angleterre devient un immense arsenal en vue du jour J. Churchill redoute toujours autant les débarquements, mais il dispose cette fois d'un atout gonflé. Ses services secrets ont mis au point une armée fantôme. Nom de code, Opération Fortitude. Pour intoxiquer les unités de reconnaissance allemandes, des milliers de véhicules gonflables, de toutes sortes, sont déployés près de Douvres, pour faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais. Des fausses unités en caoutchouc stationnent dans des champs. Hitler a intoxiqué les Alliés sur sa force militaire présumée dans les années 30. Ils vont lui rendre la monnaie de sa pièce. Churchill ignore si l'opération de mystification va fonctionner, mais il a un joker dans le camp adverse. Adolf Hitler lui-même.
du 5 au 6 juin 1944, la plus grande armada jamais rassemblée se met en mouvement vers les côtes françaises. Hitler se couche à 4 heures du matin. À 6 heures, la flotte est repérée et les combats s'engagent. Des généraux allemands appellent aussitôt l'état-major, car ils craignent que cette armada ne soit la flotte d'invasion tant redoutée. Ils demandent des renforts pour prévenir tout débarquement. Mais le général Gödel refuse de réveiller le Führer pour lui demander l'autorisation. On ne réveille pas un dictateur qui dort, et surtout pas Hitler. Hitler n'est réveillé que vers 10 heures du matin par son aide de camp. Mais il reste persuadé qu'une attaque en Normandie ne peut être qu'une diversion d'un réel débarquement dans le Pas-de-Calais. Il refuse de faire parvenir les renforts. Hitler a mordu à l'hameçon. Les ballons de baudruche de fortitude ont fonctionné. Ce n'est qu'à 14h30 qu'Hitler donne enfin son accord à l'envoi de renforts. Soit 8 heures après avoir repéré l'armada. Mais il est trop tard. La peur du dictateur, sa direction sans partage, n'aura fait qu'accélérer le succès du jour J. Churchill est soulagé. Toujours autant attiré par l'odeur de la poudre, il s'invite sur les plages. Winston Churchill now came himself onto the soil of Normandy. The visit was brief. It didn't take long for the Prime Minister to satisfy himself that all goes well on the first stage of the assault of Europe. The Prime Minister and his party returns with the destroyer Kelvin in complete confidence of still greater successes to come. The architects of victory return home. Malgré le succès du débarquement allié, le dictateur ne s'avoue pas vaincu. 6 jours après le jour J, les nouvelles armes du Reich capables de transporter des tonnes d'explosifs s'abattent sur la capitale anglaise. Les bombes volantes, V1, terrorisent les Londoniens. Éternel optimiste, Hitler est persuadé que ces armes miracles changeront le cours de la guerre. Il confie l'offensive des V1 disposera les Britanniques à faire la paix. La panique va casser l'Angleterre. Ils ne vont plus tenir très longtemps. Je rends la monnaie à ces barbares pour avoir tué les femmes, les enfants et la culture allemande. Mais ces armes miracles n'ont que peu d'effet sur la situation stratégique en France. Pire, elles requinent Churchill. Un maréchal anglais déclare « Winston a rajeuni d'une bonne dizaine d'années parce que les bombes volantes nous ont remis en première ligne. » Pendant que Londres subit ce blitz d'un nouveau genre, c'est Hitler qui va être touché. En juillet 1944, une bombe explose dans son quartier général. Constatant les impasses militaires dans lesquelles le Führer s'engage, plusieurs hauts gradés ont préparé cet attentat. Les dégâts sont terribles. Mais l'aigle a survécu. Il a perdu un tympan et un pansement lui bouche l'oreille. Plusieurs hommes mourront des suites de leurs blessures. Hitler devient de plus en plus paranoïaque. Il confie « Désormais j'en ai la preuve. Tout l'état-major est contaminé. Je sais maintenant pourquoi tous mes grands projets ont échoué. J'ai été trahi. » Ganz kleine Pflücke verbreiterische Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Doch jeder solche ganz gleich, wer auf einmal die Pflicht, diesen Elementen nun mehr sofort rückwärts entgegenzutreten, die entweder sofort zu behaupten oder in irgendwo Widerstand ein Stolz sofort niederzumachen.
Hitler se montre impitoyable envers les conjurés. Plus de 5000 personnes sont arrêtées. Des procès expéditifs condamnent même d'anciens généraux. Environ 200 personnes sont exécutées. Le moral du dictateur est entamé. Même sa chienne le contrarie. La dépression le gagne. À croire que Churchill lui a communiqué son Black Dog. Au même moment, Churchill est au mieux. Après avoir survécu à une nouvelle pneumonie, le vieux lion est invité à Paris par le général de Gaulle en novembre 1944. Malgré Marcel Tébir, 500 000 Parisiens acclament le vivant symbole de la résistance à l'oppression. Bien plus de monde qu'Hitler, 4 ans plus tôt. A great day for Paris. A great moment for Winston Churchill. A day of victory, final and complete. Mais la victoire n'est pas encore complète. Le bluffeur berlinois va tout miser sur une dernière contre-attaque dont il a le secret. Le 16 décembre, à la stupeur des Alliés, 1900 canons ouvrent le feu dans le secteur des Ardennes. Dès les premières heures, l'effet de surprise joue au-delà des attentes de l'état-major allemand. Pour Hitler, c'est un coup de poker. Cette offensive pourrait geler le front ouest et convaincre les Anglo-Américains de négocier avec lui pour s'unir contre les Soviétiques. L'avancée surprend tout le monde. Le général Bradley, commandant de la première armée américaine, est hors de lui. Il fulmine. Mais bon Dieu, d'où ce fils de pute sort-il toutes ses forces? Hitler savoure déjà son triomphe. Mais il s'est réjoui trop tôt. L'état des routes, la destruction des ponts et surtout le manque d'essence paralysent la progression. Bientôt, les éclaircies permettent à l'aviation alliée de harceler la Wehrmacht sans relâche et de reprendre l'avantage. Le coup de poker d'Hitler a échoué. À son quartier général, l'inquiétude règne. Göring lui suggère de conclure un armistice. La guerre est perdue, explique-t-il. Hitler rétorque. Je vous interdis de prendre une décision quelconque en la matière. Si vous enfreignez mes ordres, je vous fais fusiller. Hitler s'obstine. Nous ne capitulerons jamais. Nous pouvons sombrer, mais nous emporterons un monde avec nous. Le Führer place encore tous ses espoirs dans l'effondrement de la coalition alliée. Il déclare à ses généraux: le moment viendra où la tension entre les alliés sera si grande qu'une brèche s'ouvrira. Toutes les coalitions de l'histoire se sont effondrées tôt ou tard. La seule chose à faire est d'attendre le bon moment. Mais face à lui, Churchill compte bien éviter ce désastre. Lors de la conférence de Yalta, en février 1945, tout comme à Téhéran, le vieux lion compose intelligemment pour ne pas fragiliser la grande alliance dont il a été l'artisan. Il renonce à protéger la Pologne de l'influence soviétique et sent déjà le déclin de l'Empire britannique. Mais l'union contre Hitler est à ce prix-là. Pour accélérer la décomposition du Reich, Winston n'hésite pas à employer la terreur, celle-là même qu'Hitler a utilisée contre lui. Les Alliés multiplient les bombardements massifs sur les grandes villes allemandes. En février 1945, Churchill et Roosevelt donnent leur feu vert pour le bombardement de Dresde. La ville d'Arles est pourtant bombée de dizaines de milliers de réfugiés et n'est en aucun cas un point stratégique. Un pilote écrit: le spectacle était fantastique.
D'une altitude de 20 000 pieds, Dresde apparaissait comme une ville où toutes les rues étaient gravées en ligne de feu. Les flammes sont visibles à près de 300 km de l'objectif. Il y eut plus de 40 000 morts. Rien ne justifiait cette destruction. Mais Winston n'a pas oublié le Blitz, ni Coventry, ni les dizaines de milliers d'Anglais morts sous les bombes allemandes. L'armée rouge s'engouffre dans Berlin. C'est la fin. Hitler vient de fêter son anniversaire. Il a 56 ans et ressemble à un vieillard. Toujours d'une confiance illimitée, il déclare à une poignée de fidèles restés à ses côtés: les Russes vont connaître devant Berlin la plus sanglante défaite de tous les temps. Mais bientôt, il devient manifeste que le Reich, qui devait durer 1000 ans, n'a plus que quelques jours à vivre. Réfugié dans son bunker, Hitler dicte son testament politique. Ses premiers mots sont pour Churchill, le seul qui en 40 lui a tenu tête, celui qui a causé sa perte. En refusant de s'entendre avec moi, Churchill a entraîné son pays dans une politique de suicide. Je me suis efforcé d'agir au début de cette guerre, comme si Churchill devait être capable de comprendre cette grande politique. Mais il était depuis trop longtemps lié aux Juifs. Mon idée, en ménageant les Anglais, était de ne pas créer l'irréparable à l'Ouest. L'aigle déchu formule une dernière requête. Je veux qu'on inscrive sur ma tombe cette épitaphe: il fut victime de ses généraux. Hitler se marie avec Eva Braun. Le 30 avril 1945, il se suicide dans son bunker. Son pouvoir d'envoûtement est si fort que de nombreux Allemands se suicident pour le suivre dans les ténèbres. Radio Berlin annonce qu'Hitler est mort en luttant jusqu'à son dernier souffle contre le bolchevisme. Churchill, également farouche anti-bolchevique, commente: eh bien, je trouve qu'il a eu parfaitement raison de mourir de cette façon. Winston a eu le dernier mot. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Acclamé dans les rues, ovationné au Parlement, félicité par le roi, Winston savoure un bref instant l'aboutissement de 6 années de lutte. Personne n'avait cru en lui, ni son père, ni ses confrères de la Chambre des députés. Et pourtant, comme il se l'était juré, il a réussi l'impossible et a écrit l'histoire. Mais la victoire a rapidement un goût amer. Car si le démocrate a gagné la guerre, il perd les élections législatives. La démocratie a aussi ses revers. Churchill sombre dans la dépression. Alors il voyage, se remet à écrire, et prend dans ses bagages ses pinceaux et 96 bouteilles de Veuve Clicquot. À croire qu'Hitler lui manque. Avec la disparition de son meilleur ennemi, il a perdu pour un temps sa raison d'être. Jamais un duel n'aura autant marqué l'histoire du monde. L'aigle était le poison et le vieux lion
fut l'antidote. Que reste-t-il de leur affrontement? Hitler demeure l'un des hommes les plus malfaisants, l'un des leaders les plus adulés de tous les temps. Il lègue au monde sa bravoure et son incomparable humour. Il écrira encore 20 ans de l'histoire du monde, comme Premier ministre ou comme prix Nobel de littérature. Messieurs et mesdames, soyez grands. Je vais parler français. L'odeur de la poudre et l'âpreté du combat lui manqueront toujours. Bien après la guerre, des journalistes demandèrent à Churchill quelle année il aimerait revivre. Il répondit 1940. Encore et toujours. Nella grande metropoli di un'isola lontana che si allunga sul mare come un grosso ragno dagli immani tentacoli, c'era